bonjour à tous. Je suis vraiment très contente d'être ici. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité. Parce que déjà, c'est la première fois que je viens à Strasbourg et c'est la première fois que je participe à une conférence sur le cannabis. Et déjà, j'ai appris tellement de choses en si peu de temps qui est vraiment... Tout cela est vraiment très encourageant. Et donc, comme je vous ai dit, moi je suis chercheur, je travaille surtout sur l'accès aux soins et à la prévention pour les usagers des drogues. Je me suis intéressée beaucoup au VIH et aussi à la relation entre les comportements à risque et les comportements addictifs sous la réponse au VIH. En fait, je me suis intéressée à la consommation de cannabis dans une population très particulière parce que c'est un modèle intéressant. C'est une population qui est co-infectée par le VIH et l'hépatite C. Donc en général, une grosse partie de cette population est représentée par des usagers des drogues, des ex-usagers des drogues. Et en fait, c'est un modèle intéressant parce que cette population nous permet, puisqu'on n'arrive pas à faire les essais thérapeutiques, nous permet de regarder de façon observationnelle la relation entre la consommation de cannabis et certains types de pathologies ou de conditions. Donc disons que c'est ça l'intérêt de cette population. Donc c'est un modèle intéressant pour évaluer répondre à toute une série de questions de recherche. Donc ça c'est le plan de ma présentation. Tout d'abord je vais vous parler un peu de l'état des lieux de la recherche sur cannabis et diabète cannabis et VIH. Et en fait, quelques mots sur l'accord NRS et pas VIH, qui en fait c'est l'accord qui nous a permis de mettre en évidence toute une série de résultats dans ce domaine, et parler en particulier de cette étude avec matériel et méthode, résultats, une discussion et certaines conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour le moment sur le cannabis et le diabète? Donc, pour le moment, il n'y a pas énormément de publications. J'ai cité, je m'excuse si j'ai oublié quelque chose, mais je citais juste ceux qui reviennent constamment dans les études. Donc il y a des études qui sont fondées sur le modèle animal, et donc en particulier sur les souris. Donc en fait, il y a une étude qui a été publiée, encore une fois, on voit Meshulam parmi les auteurs. Donc c'est toujours nos collègues qui ont travaillé sur en fait, des souris qui avaient un risque, une souris particulière qui s'appelle NOD, en fait, qui a un risque accru de développer un diabète de type 1. Et en fait, ils ont été randomisés à 3 groupes de traitement. Un recevait du cannabidiol à 5 mg par kilo par jour, et un recevait on l'appelle placebo, mais c'est en fait comme on l'appelle vehicle normalement, et un recevait absolument rien. Et donc en fait, on a comparé après l'incidence de diabète dans les 3 groupes, et en particulier dans les 2 groupes, ceux qui recevaient le cannabidiol et ceux qui ne le recevaient pas. Et en fait, on avait un 30% d'incidence dans cette population versus 86%, c'est une différence énorme. Et ce qui était intéressant, c'est que parmi même ceux qui avaient vu apparaître le diabète dans le groupe cannabidiol, il y avait un délai plus important, significativement plus important dans cette population par rapport aux autres. Et en plus, une autre chose intéressante, et ça on va la revoir dans toutes les études, c'est assez curieux, qu'il n'y a pas d'effet de dose-réponse, en fait, par rapport au nombre d'injections. Donc on ne retrouve jamais cet effet de dose-réponse, donc on se demande si vraiment il y a un effet seuil qu'on rejoint rapidement. Ensuite, on a aussi observé dans cette étude une réduction des niveaux des cytokines pro-inflammatoires, ce qui est un indicateur très intéressant, et vous allez voir pourquoi. Une deuxième étude a été faite sur des souris qui avaient déjà des symptômes, au diabète latent ou des symptômes déjà initiaux. Donc les diabètes étaient diagnostiqués, donc toujours le même type de design, le même type de 3 groupes, avec cannabidiol, le deuxième avec placebo et le troisième sans rien. Et donc on a observé 32% des souris traitées qui avaient un diabète diagnostiqué versus 86% et les placebos à 100% chez les souris sans traitement. Donc il a été fait un examen histologique du pancréas qui a révélé que le nombre d'îlots intacts dans le pancréas était de 77% chez les souris non traitées, 13% chez les souris avec placebo et 8% chez les souris sans traitement. Donc,
Ensuite, on a commencé à observer, à voir apparaître, ça c'est assez récent, c'est une étude transversale, donc ça veut dire qu'il y a une photographie d'une population générale, en particulier c'est une population aux États-Unis, où ils ont permis, une population assez importante, c'est 4657 personnes. On a étudié beaucoup de types de, c'est un cadre sur la nutrition en particulier, mais ils ont étudié en particulier les consommateurs de cannabis, et toute une série de paramètres sur la glycémie et l'insuline. Et donc, en fait, dans cette étude, on observait en fait que les consommateurs de cannabis présentaient des valeurs d'insuline genre plus bas et d'insuline résistance plus bas aussi. Donc ça, c'était un indicateur intéressant. Et encore une fois, parmi les consommateurs, il n'y avait pas de relation dose-réponse. C'est-à-dire que ceux qui l'utilisaient de façon par % moins de risque de diabète que les non-consommateurs. Et donc ça, on le voit bien. Si vous ne connaissez pas cette mesure, l'odds ratio, je ne sais pas si j'arrive à faire, je vais m'assurer, voilà. L'odds ratio, c'est une mesure qui permet d'estimer le risque. Hein. Je pense que tout le monde la connaît. En tout cas, l'association était fortement significative. Et les résultats suggéraient que l'effet était dû aux propriétés anti-inflammatoires du cannabis, parce qu'il y avait également une association significative entre marqueurs inflammatoires et consommation de cannabis. Donc on arrive à notre étude. J'avoue qu'en fait, j'ai commencé à étudier ces sujets chez les patients VIH quand j'ai vu les résultats en population générale. Et donc, je me suis dit, bon, nous avons une cohorte, donc des données longitudinales, c'est beaucoup mieux, parce que ça permet aussi de documenter mieux les choses, même les variations au cours du temps. Et surtout, on a une population de patients VIH qui nous intéresse, parce que surtout si, en fait, ils n'ont pas été traités assez précocement et s'ils n'ont pas été observants, mais bon, en fait, ils sont plus à risque d'une inflammation chronique et d'un vieillissement précoce. Et donc, il y a toute une série de pathologies qui peuvent survenir plus facilement chez ces patients. Donc ça, on sait bien que l'inflammation, je pense que vous connaissez ce graphe, il est partout pratiquement. Donc l'inflammation chronique est liée à toute une série d'apparitions de certaines maladies comme le cancer, les maladies métaboliques, les maladies osseo-articulaires, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Bon, c'est le vieillissement, hein, en général. Donc, pourquoi s'intéresser aussi au cannabis? Parce que, en effet, il y avait déjà eu toute une série de travaux dans ce domaine. Et pourquoi on s'intéressait au diabète aussi? Par exemple, chez les patients avec hépatite C chronique, il y avait une prévalence de syndrome métabolique très élevée quand même. Et ces patients-là, en particulier les patients co-infectés, sont à risque très élevé aussi de développer une insulinorésistance et ensuite un diabète. Il y a eu aussi une étude qui a montré que les patients qui avaient une insulinorésistance répondaient moins bien au traitement pour l'hépatite C. Alors la chose a un peu changé maintenant avec les nouveaux traitements, mais quand même, c'est quand même une condition qui est compliquée à gérer avec les autres conditions. Et c'est vrai que l'effet du cannabis sur l'insulinorésistance dans cette population n'a jamais été étudié. Donc c'était vraiment un enjeu, en sachant que c'est une population qui nous aide parce que la moitié utilise du cannabis. Donc c'était assez, on avait toutes les conditions. Donc, deux mots sur la cohorte EPA-VIH. Donc, c'est une cohorte, donc la spécificité de cette cohorte qui est financée par l'Agence nationale de recherche sur les sida et les hépatites, c'est une cohorte multidisciplinaire, c'est-à-dire un suivi des patients qui ont un suivi médical, mais également un suivi socio-comportemental. Donc, on suit le devenir de ces patients, leur qualité de vie, les comportements, et y compris les consommations de drogues. Donc l'objectif en général de cette cohorte était de décrire les pratiques et les comportements et en particulier évaluer leur impact sur les données déclarées par les patients et les données cliniques. Donc c'est intéressant de voir en fait comme certains comportements influencent l'observance au traitement par exemple ou des outcomes cliniques. Donc il y avait aussi un autre élément sous-cohorte emboîtée, que c'était les patients qui commençaient un traitement pour l'hépatite C, il y avait un suivi spécifique avant et après le traitement. Mais, ça, c'est moins intéressant pour nous. Donc, notre analyse
actuellement, EPA-VIH s'est ouverte à des nouveaux recrutements à cause de l'arrivée des nouveaux traitements pour l'hépatite C. Donc, elle est beaucoup plus grande de 1364 patients. Mais nous avons, notre analyse s'est adressée surtout aux patients recrutés pendant la première phase. Donc, les critères d'inclusion étaient les patients qui avaient une co-infection par VIH1 et VIH-C, indépendamment de leur stade clinique, ça c'est les critères d'inclusion de la cohorte, et qui avaient des autoquestionnaires, où en fait on a beaucoup de choses documentées, y compris la consommation de cacao et café et les symptômes dépressifs. Alors, en particulier pour notre analyse, nous avons, puisqu'on part d'un suivi longitudinal, donc nous avons des visites répétées au cours du temps. Donc, on a pris les visites des patients qui avaient au moins une mesure d'insulinorésistance, qui était mesurée à travers un indicateur qui est l'OMA hier, et pendant 60 mois de suivi, et qui avait également l'autoquestionnaire correspondant pour pouvoir documenter la consommation de cannabis. On a exclu toutes les visites où les patients sont diabétiques, parce qu'on a voulu prendre des personnes qui n'étaient pas déjà diabétiques, et les visites des patients qui n'étaient pas agents, parce qu'en fait, il peut y avoir une interférence sur les valeurs de l'insulinorésistance. Nous avons utilisé une méthode qui s'appelle régression logistique mixte pour étudier la relation qui existait entre l'acéanéros et la consommation tout court, c'est pas consommation régulière. Hein. Parce qu'au début, on est parti avec la consommation régulière, et quand on a vu qu'en fait, il n'y avait pas de différence, on a agrégé tout le monde, parce qu'il n'y avait pas de différence entre les consommateurs sporadiques et les consommateurs réguliers. Et donc, on a utilisé comme cutoff, comme seuil, une valeur qui est 2,77 pour définir l'insulinorésistance, qui est fondée sur deux papiers en particulier. Le papier de Bonora, qui définit en fait le risque de diabète à partir de valeurs supérieures à 2,77, mais également un papier de PETA, qui montre que cette valeur est associée à un risque de cirrhose. Donc en fait, ce sont des valeurs qui sont associées au risque de cirrhose. Et nous avons également utilisé, pour vérifier que les résultats étaient robustes, on a fait ce qu'on appelle les analyses de sensibilité. C'est-à-dire, on essaie de vérifier si on retrouve le même résultat en changeant par exemple le seuil. On a mis un seuil plus élevé, 3,8, qui est un seuil qui est associé à l'hépatocarcinome. Et on a utilisé aussi un seuil, sans seuil en continu. Donc ça, c'est pour vérifier si vraiment on retrouve les mêmes résultats. Donc, première chose, donc on a une incidence de diabète observée dans cette population étudiée qui est de 0,36 pour 100 personnes années, c'est-à-dire que sur 100 personnes observées pendant un an, on observe 0,36 cas de diabète. Bon, il faut après extrapoler à plus de personnes pour avoir un numéro plus grand. Donc il y a 703 patients qui ont été inclus dans l'analyse, ce qui correspond quand même à 1287 visites au cours du temps. Et 323, c'est-à-dire la moitié, donc ce qui est intéressant aussi, avaient un OMA-IR supérieur à seuil, au moins à une visite. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire le fait d'avoir beaucoup de gens qui consomment du cannabis et une grosse partie qui a un risque d'insulinorésistance, qui a une insulinorésistance, ça nous permet effectivement de voir des choses parce que les groupes sont équilibrés. Donc à la première visite disponible du suivi, la majorité des patients étaient des hommes avec un âge médian de 45 ans. 25% consommaient régulièrement du cannabis et 50% consommaient du cannabis tout court. La médiane des LOMA c'était 2,06 et voilà la distribution des génotypes, il y avait la majorité qui sont génotype 1. Et seulement 12,5% avaient un BMI, ce BMI, ça serait l'index de masse corporelle, supérieur à 12,5. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est un tableau qui montre en fait la distribution des caractéristiques des patients selon la consommation de cannabis. Donc, c'est moi qui ai besoin de lunettes. Donc, en fait, déjà, on trouve une chose qu'on a trouvée aussi dans les études de la population générale, que quand vous regardez l'index de masse corporelle, il est très associé à la consommation de cannabis. C'est-à-dire que les personnes qui consomment du cannabis sont plus en général ont un index normal ou sont en sous-poids.
Et également, on trouve que, bon, évidemment, la population qui avait une histoire de consommation de drogue est pratiquement plus consommateur de cannabis. Il y a aussi une chose intéressante, qu'ils sont aussi de grands consommateurs de café, mais ça c'est assez classique. Donc maintenant, dans ces tableaux, je vous montre juste les analyses univariées, c'est-à-dire on regarde les associations entre l'OMA, la valeur de l'OMA supérieure au seuil, c'est-à-dire l'association entre insulinorésistance, et des facteurs qui sont les facteurs prédictifs de l'insulinorésistance. Donc on retrouve bien sûr la cirrhose, on retrouve également la consommation de cannabis, mais regardez, ce qui est intéressant, que comme facteur protecteur, vous voyez, ils ont 70% de risques en moins d'avoir une insulinorésistance. Et quand on regarde mieux ici, les consommateurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que les occasionnels, les réguliers, mais pas quotidiens, et les quotidiens ont pratiquement le même risque. Il n'y a pas de différence. C'est très connu. Ça rejoint un peu ce qu'on trouve aussi dans d'autres domaines. Bon, évidemment, c'est une étude observationnelle, donc il y a toujours des... Et évidemment, quand on regarde d'autres facteurs, on retrouve que quand même l'âge, c'est un facteur prédictif, les femmes sont moins à risque, l'index de masse corporelle est associé, évidemment, donc les personnes en surpoids sont plus à risque. Et évidemment, on retrouve aussi une relation avec les niveaux de CD4. Plus l'immunodépression est importante, et plus il y a un risque d'insulinorésistance. Et évidemment, on retrouve aussi, vous savez que, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais en fait, il y a certains médicaments qui ont été donnés dans le passé, qui ont été associés à une dyslipidémie, à troubles métaboliques en général, et en particulier les D4T. C'est un des traitements qui a été impliqué, et donc il est associé également à un risque accru d'insulinorésistance. Donc ça, c'est l'analyse multivariée qu'on a fait. Donc en fait, l'analyse multivariée, on l'a fait pour pouvoir voir si en fait l'effet qu'on a observé se maintient même quand on prend en compte tous les autres possibles facteurs de confusion ou facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on a mis directement la valeur consommation de cannabis, oui, non, parce qu'il n'y avait pas de différence entre les différentes catégories, même en ajustant pour les autres facteurs. Et donc, on retrouve que, quand on regarde l'association, on retrouve que les patients qui utilisent du cannabis ont 60% de risques en moins d'avoir une insulinorésistance. C'est extrêmement significatif, même en ajustant pour tous les facteurs connus, même en ajustant pour l'index de masse corporelle et l'exposition des 4T. Et il est intéressant aussi de savoir, mais ça on l'avait déjà montré, que la consommation de café élevé est également associée à un risque plus bas d'insulinorésistance. Alors, il y a une chose qui est un peu bizarre, mais je vais vous l'expliquer. En fait, on trouve que la charge virale détectable protège, mais en effet, c'est un marqueur d'autre chose. C'est un marqueur en fait des patients qui n'ont pas encore commencé les traitements, donc une histoire de VIH beaucoup plus récente, ou finalement n'ont pas été exposés à certains types de molécules qui en fait on n'a pas pu prendre en compte. Donc des molécules qui sont associées à l'insulinorésistance. Donc la discussion. Donc, il s'agit en fait de la première étude longitudinale chez les patients avec une hépatite C chronique et aussi avec le VIH. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes résultats qu'on retrouve dans une étude en population générale. Alors, nous avons fait des analyses dites de sensibilité, non, avec des cutoffs différents de l'OMA pour voir en fait si on retrouvait les mêmes choses. Donc, et on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire la consommation de cannabis reste associée, même si la variable on l'utilise comme un continu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des cutoffs, mais également si l'insulinorésistance, on met un cutoff à 3,8, donc beaucoup plus élevé. Et donc on retrouve quand même cette association. Évidemment, ces résultats sont consistants, même si on parle du diabète de type 2, mais ils sont quand même consistants avec la recherche fondée sur les modèles animaux. Et on ne trouve pas de relation dose-réponse, ce qui nous dit, bon, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il n'y en a pas, ou peut-être qu'il faut étudier mieux pourquoi. Et bien sûr, il y a quand même des limites, on est dans l'observationnel, on n'est pas dans la randomisation, les patients n'ont pas été randomisés à utiliser ou pas du cannabis.
Et surtout, il peut y avoir des personnes qui, pour un biais de désirabilité, sous-déclarent la consommation. Mais à la limite, ça veut dire qu'en fait, les associations sont peut-être beaucoup plus fortes de ce qu'on observe. Donc à la limite, ça peut porter ça comme résultat parce qu'on voit une association plus faible de ce qu'elle est réellement. Alors là, il y a encore une erreur parce qu'il y a consommation régulière, mais en fait, c'est consommation tout court. La consommation de cannabis semble donc protéger de l'insulinorésistance dans cette population et diminuer le risque de diabète. Alors, le problème, c'est que, chaque fois que je parle de cette étude avec des infectiologues et des hépatologues, ils sont toujours un peu inquiets parce qu'ils disent mais il le fume. En fait, il y a un risque cardiovasculaire associé, il y a vraiment des problèmes par rapport à ça. Et c'est vrai que la voie fumée, en particulier parce que beaucoup de ces personnes sont de grands consommateurs de cigarettes, aussi des tabacs, est potentiellement dangereuse pour ces patients, en particulier pour les patients VIH qui sont à haut risque des pathologies cardiovasculaires. En même temps, il faut dire que l'insulinorésistance, c'est quelque chose de très important chez ces patients parce qu'elle est prédictif de plein de conditions, donc des cirrhoses, des hépatocarcinomes, de toute une série de pathologies qui peuvent apparaître. Donc je pense qu'il peut être intéressant d'étudier les bénéfices potentiels, donc on est dans une conférence sur ça, de l'utilisation du cannabis thérapeutique, peut-être dans le cadre d'un essai, peut-être pas, parce que si ça nous prend trop de temps, c'est dommage. Parce que moi, je dois voir les diapos qu'on a présentés tout à l'heure, d'attendre 10 ans, 7 ans, avant de pouvoir faire des essais, ça me décourage. Et finalement, maintenant, on fait de plus en plus des études aussi observationnelles qui disent aussi des choses intéressantes et pas forcément, on n'a pas besoin toujours de faire des études randomisées quand il y a une urgence. Les perspectives. Alors, les perspectives, c'est que le modèle VIH est quand même très intéressant parce que, comme je vous ai dit, sur tous les cas infectés, c'est une population qui fume beaucoup de cannabis et permet d'étudier les effets du cannabis sur toute une série de choses. Donc, déjà, nous sommes en train de publier sur l'effet qu'il n'y a aucun impact du cannabis sur le CD4, ce qui rassure beaucoup les médecins qui, avant, ils disaient il faut arrêter le cannabis, c'est pas bien, tout ça, mais finalement, sur le CD4, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact sur la fibrose. Il y a même une étude très importante qui a été publiée sur Clinical Infectious Disease et sur pas d'impact du cannabis sur la fibrose. Et nous avons étudié la mortalité. Nous avons trouvé un effet positif de la consommation de café sur la mortalité, mais on n'a pas trouvé d'effet négatif du cannabis sur la mortalité. En tout cas, ce qui est vrai, que même dans cette étude, le cannabis était associé à un index de masse corporelle plus bas. Et notre perspective est de travailler, nous avons commencé à travailler sur le cannabis et la dyslipidémie, la stéatose et les syndromes métaboliques. Donc c'est tous les autres études qu'ils sont en train de mettre en place en utilisant la cortépanie. Donc je voudrais j'arrive à la fin de ma présentation, je vais vous donner donc plus de temps pour les questions. Je tiens quand même à remercier la NRS qui a financé l'étude et tous les investigateurs et les participants à la cohorte EPA-VIH. Et en particulier, je tiens à remercier tous les patients qui ont accepté de répondre à nos auto-questionnaires qui parfois sont très pénibles, mais qui finalement sont en train d'aider beaucoup pour améliorer la qualité de vie de ces patients. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, évidemment, je suis ici à votre disposition.